démocratie, par définition, c'est un système politique dans lequel le peuple est souverain. Et un peuple souverain, ça signifie un peuple qui détient tous les pouvoirs. Pour avoir une démocratie, premièrement, il faut se débarrasser du gouvernement et de l'Assemblée nationale et les remplacer par une assemblée du peuple tirée au sort. Alors pourquoi tirer au sort? Eh bien pour éviter la formation de partis politiques qui finissent toujours par mener à la corruption. En effet, aujourd'hui, il n'y a que des élus corrompus à la tête des partis politiques. Ils ne laissent donc progresser dans les partis politiques que des gens qui acceptent et participent à la corruption. Parce que si des gens honnêtes et intègres venaient à progresser dans le parti, ils dénonceraient immédiatement la corruption. Avec le tirage au sort, tout cela s'arrête. D'autant plus que les mandats des tirés au sort étant uniques, chaque tiré au sort retournera au rang de citoyen à la fin de son mandat. Il n'a donc aucun intérêt à voter des lois allant contre l'intérêt du citoyen. Cette assemblée serait composée de 1200 à 1500 personnes. Tout simplement parce que c'est le seuil à partir duquel la loi des grands nombres s'applique. C'est-à-dire que si en France vous avez 20% de cadres, eh bien mathématiquement dans cette assemblée vous vous retrouverez avec entre 15 et 25% de cadres. Alors vous pensez sûrement qu'une assemblée composée d'électriciens, de femmes au foyer, de plombiers ou de chômeurs n'aura pas les compétences nécessaires pour voter les lois et administrer le pays. Mais laissez-moi vous poser la question suivante. Quelle était la compétence d'un député comme Jérôme Cahuzac, qui était chirurgien esthétique, pour voter des lois traitant de sujets comme la finance, l'industrie, l'agroalimentaire, le nucléaire, sachant que pour maîtriser la plupart de ces sujets, il faut un bac+5 ou un bac+8? La réponse est simple, il n'en a pas plus que vous. Et c'est valable pour tous les parlementaires, puisque personne ne peut être expert dans tous ces domaines. En fait, pour faire une loi, les députés nomment ce qu'on appelle des commissions parlementaires, qui sont chargées d'auditionner des experts pour se faire expliquer quelles conséquences auront telle ou telle décision. Avec l'Assemblée du peuple, ce serait la même chose. On écouterait les différentes parties concernées, à la seule différence que les décisions seraient prises dans l'intérêt général. Par exemple, si l'Assemblée venait à se demander s'il n'était pas nécessaire de légiférer sur les OGM, elle convoquerait tous les experts ainsi que les associations et les chercheurs indépendants qui ne cessent de clamer que les OGM sont dangereux et leur demanderait d'expliquer leurs arguments. Et ensuite, on ferait venir tous ceux qui défendent les OGM et on leur demanderait de répondre aux arguments. Et on répéterait l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tous les arguments et contre-arguments aient été exposés. De là, l'Assemblée aurait une vision claire des risques connus et des risques potentiels, et pourrait donc légiférer en toute connaissance de cause. Alors bien sûr, ça ne fonctionnerait pas n'importe comment. Premièrement, tous les tirés au sort devraient passer un examen d'aptitude, pour vérifier qu'ils ne soient pas fous, qu'ils sachent lire, écrire, compter, etc. Et ils devraient avoir un casier judiciaire sans condamnation pour des fautes morales graves. Une mesure qui fait un grand ménage aujourd'hui puisque 200 de vos parlementaires ont un casier. Autrement dit, 200 délinquants à l'Assemblée. Deuxièmement, en plus des mandats uniques, les mandats seraient courts, pour empêcher la corruption toujours possible à long terme. Troisièmement, pendant leur mandat, toutes ces personnes seraient révocables. Ce qui veut dire que n'importe qui avec suffisamment d'éléments en charge pourrait faire déclencher une enquête qui pourrait mener au tribunal, sans que les parlementaires soient protégés par leur immunité. Quatrièmement, à la fin de chaque mandat, il y aurait ce qu'on appelle la reddition des comptes, où une commission serait chargée d'étudier l'ensemble des décisions prises par les membres de l'Assemblée pour vérifier qu'elles aient bien été prises dans le sens de l'intérêt général. Dernier outil, le référendum d'initiative citoyenne. Comment ça marche ? En fait, n'importe quel citoyen peut demander un référendum. Simplement, pour que le référendum ait lieu, il faudra qu'il y ait un nombre minimum de personnes, admettons 2 millions, qui désirent aussi un référendum sur la même question. Dans les faits, cela fonctionne comme une pétition. Les citoyens lancent des demandes de référendum et les gens les signent. Quand les 2 millions de signatures sont atteintes, le référendum a lieu. Alors concrètement, des référendums, il en existe 4 types. Le législatif qui permet de proposer une loi au vote de l'ensemble des citoyens. L'abrogatoire qui permet d'annuler une loi. Le révocatoire qui permet de virer un membre d'une institution. Et le plus important de tous qui est le constituant, parce qu'il nous servirait à modifier notre constitution. C'est le plus important parce que je rappelle que la Constitution est le texte de loi suprême dans lequel on fixe les règles du pouvoir et ses limites. C'est dans ce texte qu'il faudra que nous, citoyens, nous inscrivions notre pouvoir et les limites du pouvoir de nos acteurs politiques pour qu'ils n'en abusent pas. Donc on voit bien que ce système est une démocratie puisque le peuple peut intervenir à tout moment. Si une loi sur le temps de travail ne nous plaît pas, il suffit de déclencher un référendum d'initiative citoyenne abrogatoire sur cette loi, et si réellement l'ensemble du peuple n'en veut plus, la loi sera annulée par le référendum. De même, si l'opinion publique estime que la présence de certains produits toxiques ou cancérigènes dans l'alimentation est trop dangereuse, il suffirait de proposer un référendum d'initiative citoyenne législatif qui, s'il est approuvé, mettrait en place une loi interdisant la vente de produits contenant ces substances toxiques ou cancérigènes. Il n'y a pas de limite, on peut intervenir sur tout, le peuple est totalement souverain. Dans un tel système, l'Assemblée est au service du peuple, de par son moyen de nomination, sa représentativité et les contrôles qu'on lui applique. Et puis n'importe qui peut proposer ses idées, sans même passer forcément par les référendums. Tout simplement en étant reçu à l'Assemblée par des commissions spéciales de citoyens, qui seraient là pour écouter vos idées, vos propositions, et pourraient très bien les soumettre au vote de l'Assemblée. Chacun, par référendum d'initiative citoyenne ou par proposition à l'Assemblée, pourrait soumettre au vote le choix de réduire le nucléaire et de le remplacer par des énergies propres, de changer complètement de politique économique ou d'intervenir militairement ou non à l'étranger.
Tout ça, ce ne sont que des lois, que des choix, que des traités à adopter. Il n'y a aucune fatalité.